Puisqu'on est dans le cadre des réparations des tendons au niveau de l'épaule et que tout à l'heure on a vu qu'est-ce qu'une patiente devient opérée pour ces lésions de la corde des rotateurs. Donc là on a un petit schéma qui essaie d'expliquer justement l'anatomie de l'épaule et de ses tendons. Donc ça c'est une épaule vue par derrière. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la coiffe, c'est-à-dire tous ces tendons-là, tous ces tendons qui entourent la tête de l'humérus. Hein. Donc vous avez ici la tête de l'humérus. Ça c'est une vue intérieure, donc ça c'est l'humérus et ça c'est la tête de l'humérus. Et ça c'est le scapula avec sa partie articulaire qui s'appelle la glène. Donc ces tendons entourent la tête. Elles aident l'épaule à fonctionner correctement. Ces tendons de la coiffe ont un rôle de stabilisateur de l'humérus dans la glène pour que le deltoïde vienne lever le bras. Donc, ce n'est pas des tendons qui vont lever eux-mêmes le bras en hauteur. Ah, d'accord. Leur rôle, c'est de stabiliser, de plaquer l'humérus contre la glène pour que le deltoïde vienne lever le bras. Le deltoïde, c'est le grand muscle. C'est le gros muscle là. Donc s'il n'y avait pas ces tendons-là, la tête n'était pas stabilisée dans la glène, elle remontait et le deltoïde ne pouvait plus lever le... Il avait une luxation, peut-être même. Il ne pouvait plus lever le bras. Le bras. Donc très brièvement, donc ça c'est le subscapulaire, c'est le tendon qui se trouve en avant. Comment vous avez dit? C'est le subscapulaire. Scapulaire. C'est ce tendon-là qui se trouve en avant et il a un rôle de rotateur interne, c'est-à-dire qu'il aide le bras à tourner vers l'intérieur, mais uniquement à partir de ce secteur-là, c'est-à-dire qu'il ne va pas aider de là, de loin à revenir, ça c'est les pectoraux plutôt, donc il aide le bras à tourner dans cette position-là par exemple, hein, ou dans cette position-là, il va décoller le bras ici. Donc c'est un rotateur interne de finesse, on va dire, d'un point. D'accord. Donc il amène un plus de finesse à la rotation interne. Après, c'est le supraépineux, c'est le muscle qui est généralement le tendon le plus généralement abîmé. Donc c'est le plus couramment abîmé. Le supraépineux, c'est 90-15%, c'est le supraépineux qui est le plus abîmé. Il y a une raison? Il peut y avoir une raison, oui. Et derrière, il y a les rotateurs externes, c'est l'infraépineux, le petit et le grand rond, on va dire. Donc, mais grosso modo, ici, ce qui est représenté, c'est le petit et l'infraépineux et le petit rond. Donc, ça, c'est des rotateurs externes. Donc, c'est pour tirer en arrière. On voit ici aussi le tendon du long biceps, ça, c'est la longue portion du tendon du long biceps. Donc, c'est-à-dire que qui joue un rôle aussi quand même. Ça joue un rôle assez petit finalement, donc il participe aussi à baisser un peu la tête. Il a certains rôles, mais c'est pas capital. Et il représente 10% de la force du biceps. L'action du biceps. Ah, donc il est finalement peu important dans dans la flexion du biceps. Donc le tendon du supraépineux, pourquoi il est le plus abîmé? Parce que il se trouve coincé entre la tête de l'humérus et l'acromion et il s'abîme assez souvent par l'usure, surtout chez ceux qui exercent beaucoup d'activités en hauteur. Donc, d'accord. Ce mouvement-là faisant, bien sûr, ça frotterait peut-être. Ça pouvait entraîner un conflit. Ici. Tout à fait. Peut-être là. Tout à fait. Après, le plus souvent, ces ruptures-là, contrairement à la patiente qu'on a vue tout à l'heure où elle est tombée, on va dire la plupart des ruptures surviennent sans chute, c'est-à-dire les tendons se rompent progressivement, petit à petit. Il y a
des fibres qui se rompent petit à petit. Par l'âge. Par l'âge, bien sûr, par le vieillissement du tendon, par la dégénérescence du tendon. Donc petit à petit, il perd ses qualités. Et puis, ou bien par un abus d'un geste, par une répétition d'un geste. Par un excès bien sûr, d'activité professionnellement corroborée, tout ça corroboré. Oui, oui. Donc, nous y retrouvons avec un tendon comme ça rompu. Et comment on peut le réparer? Donc, oui. Oui, il faudra nous expliquer ça. Voilà, donc admettons que ça c'est un... qui permet de déplacer. Admettons que ça c'est un... Je sais pas laquelle qu'on puisse... oui, c'est schématisé. Admettons que ça c'est un tendon qui est détaché, donc vous voyez ici là, il est attaché à l'os. Oui. Donc la rupture se manifeste comment? Il va se détacher. Donc là je ne vais pas le... Ah, vous pouvez même... Non. Non, il ne se détache pas. Donc ça, c'est comme s'il s'est détaché de l'os. Donc notre but, le but de l'intervention, c'est de le rattacher à l'os. Donc comment on fait ça? Donc on a des implants qui ont la forme, c'est ce qu'on appelle des ancres. C'est des... braquets, je vais faire un gros plan. Donc c'est une sorte de vis... qui va pénétrer dans l'os. Voilà, qu'on va fixer entièrement dans l'os, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui débordera. Sur cette encre-là, il y a des fils qui sont attachés. Donc je vais enlever un peu... Donc c'est vraiment l'instrument que vous utilisez. Oui, absolument, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Donc on voit que cette partie-là, l'encre blanche, elle va être complètement dans l'os, et sur l'encre, il y a des fils qui sont... qui dépassent, oui. Donc ces fils-là, donc je vais le... Espérons qu'on arrive à nouveau à le fixer. Ce sont des fils en nylon, en plastique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va planter notre encre dans l'os. On voit comme ça. Je vous le tiens, non? Donc on va planter notre encre dans l'os. Ah, parce que là, carrément, il... Voilà. Ah ben, c'est actif. Donc elle va rentrer, qu'il n'y a plus rien qui dépasse. Ensuite, on va enlever cette partie-là. Et donc ensuite, tout ça, ça se passe en arthroscopie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien il n'y a pas de cicatrice, ça se passe à travers des trous et on travaille sur une caméra. Donc après, l'intérêt c'est quoi? C'est de passer le fil dans le tendon, et on a des instruments, ça s'appelle un passe-fil. Donc on va aller de telle manière à ce que le tendon soit que la pince attrape le tendon, et donc le fil qui se trouve en bas du tendon aller au-dessus. Aller au-dessus. Ah oui. D'accord? Oui. Là, ça en avait de deux couleurs. Quand je vais retirer la pince, le fil il est passé en dessous. D'accord? Oui, d'accord, oui. Donc voilà comment le passage de fil se fait. Après, bon, on peut faire on a plein de possibilités techniques à faire des sutures en croix ou en U, ça c'est un U, ça c'est une technique un peu différente, c'est un double rang, peu importe, ça c'est des détails. On va dire qu'à l'heure actuelle, ce qui est peut-être le mieux, c'est de faire des sutures en double rang, c'est-à-dire faire deux rangées, une là, un peu comme les coutures, comme la couture, donc de faire deux rangées de sutures. Vous pourriez montrer? Enfin, c'est comme si, donc ici, il y a une encre ici qui va faire une première rangée ici, sous le tendon, qu'on ne voit pas, et la deuxième rangée qui est là. Donc on fait deux rangées de sutures. Donc il y a 4 trous. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a encore ici, il y a encore une encre qu'on ne voit pas ici. Donc on a fait une rangée là et une rangée là. Oui. Voilà. Et donc après, bon, ce qui nous manque ici, c'est le pouce-nœud. Donc on fait
on va faire un nœud. Et ce nœud-là, il va descendre avec un pouce-nœud à travers nos petites incisions pour que finalement ça fasse ça. Oui. D'accord? Oui. Et donc on voit très clairement comment le tendon il est plaqué sur l'os. Et ces fils resteront toujours? C'est des fils qui sont non résorbables, c'est-à-dire qu'ils resteront à vie à l'intérieur, mais ça provoque aucune réaction. C'est des fils qui sont bien tolérés, donc et puis qui sont très solides. Et l'encre, la vis là que vous avez mis, il y en a qui peuvent se résorber, il y en a qui ne se résorbent pas. Donc, mais le tendon lui-même se réparera, si j'ai bien compris. Voilà, donc nous ce qu'on fait, donc en fin de compte, on va aider le tendon, donc en la posant à l'os, il va ensuite cicatriser lui-même par un processus biologique. Les trous, ils se rempliraient d'os. Ils se resterait pas toujours des trous, ils se rempliraient d'os. Oui, donc ils se rempliront d'os. En plus, les encres qu'on utilise, ils peuvent être colonisés par l'os. Donc oui, voilà. Que c'est des encres qui sont... je ne sais plus maintenant. On va utiliser. C'est des encres qui sont trouées et qui l'os il va pénétrer dans l'encre. Oui, pour bien consolider coloniser l'encre. Oui, c'est bien compris, oui. Donc ça, normalement, une fois que le tendon est apposé à l'os pendant l'opération, tenant compte qu'on fait ça d'une manière assez solide, vous voyez, donc on pourrait d'emblée permettre aux patients de faire des petits exercices qui ne seront pas forcés de manière importante le tendon, mais qui lui permettront quand même d'avoir une souplesse. Voilà, ça nous permet d'engager d'emblée une rééducation qui est douce, mais qui permet de garder une souplesse et de ne pas avoir une épaule raide. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre 6 semaines que le tendon soit réellement collé, donc on commence d'emblée, parce qu'on est sûr de ce qu'on a fait, on a confiance en ce qu'on a fait, et donc on commence d'emblée. Voilà, donc ça tient. La rééducation sera toujours progressive, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le tendon va s'accrocher à l'os, la rééducation va s'accentuer. Il commencera à s'accrocher à l'os, et supposons que, comme c'est on considère que l'accrochage à l'os, il prend combien de temps? Prend environ 6 semaines. Donc au-delà de la 6e semaine, si on attend, après la rupture, comme cette dame précédemment dit qu'elle a quand même attendu plus de 6 mois, je crois, avant de venir se faire opérer. Donc, est-ce que le tendon est encore capable de prendre? Est-ce que cette blessure, enfin qu'il a eu, cette rupture, est-ce qu'elle est capable après si longtemps? Ça ne change rien, on peut attendre... il ne se résorbe pas, le tendon ne se rétracte pas Le tendon peut se rétracter et la rupture peut s'aggraver, comme je viens de dire. Oui. Si ça dure 3 ans, 4 ans, X ans, ça dépend de la taille de la rupture. Hein. Si c'est une rupture qui est petite, elle va forcément s'aggraver. Donc si vous avez devant vous 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle va s'aggraver petit à petit. Donc on n'a pas intérêt d'attendre. Du degré de l'activité. Donc il faut rester raisonnable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas traîner pendant des années, il faut qu'on opère dans les mois à venir, et en tout cas la première année. Maintenant, si la rupture elle est vraiment importante, là, il faut y aller assez rapidement. Ou si elle est par exemple la conséquence d'une chute, et que d'emblée à la suite d'une chute, on a une rupture vraiment importante, là, il vaut mieux intervenir assez rapidement. Après, ça dépend aussi des tendons qu'on a. Il y en a qui peuvent, si c'est le subscapulaire par exemple, qui se rompent complètement, là, il faut aller vite parce qu'il va se rétracter. Donc, c'est des particularités à chaque tendon. Mais en parlant du supraépineux qui est le plus souvent... Donc c'est là, je montre ici, supraépineux, c'est pas celui-là. Non, si, c'est celui-là. Ça c'est autre chose. C'est autre chose, le scapula avec la clavicule, c'est l'acromion avec la clavicule. Donc le supraépineux, c'est voilà, c'est celui-là. Oui, d'accord. Oui, ça c'est un ligament qui retient les deux là. Oui. J'ai compris, mais alors, est-ce que, supposons que quelqu'un ne vienne pas vous trouver, il a une rupture de tendon, il ne pourra plus jamais bouger son bras. Si, c'est-à-dire que le tendon du supraépineux, donc c'est le tendon, le sus-épineux le plus... Celui le plus sollicité, on va dire. On va dire le plus fréquemment abîmé. Et
la pathologie la plus fréquente. Donc ces patients-là, ils peuvent très bien avoir une abduction complète, une élévation complète. C'est qu'un patient qui vient, il peut très bien avoir ça. D'accord? Mais ça, c'est pas pathologique, ça c'est bien. Oui, justement. Donc on peut avoir avec un tendon malgré tout, rompu, on peut avoir quand même une mobilité complète ou pas loin de complète. Ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est les douleurs. Donc c'est des patients qui peuvent avoir mal de jour comme de nuit, comme la patiente l'a dit. Et ils manquent de force. C'est-à-dire que si vous les faites prendre un poids ou quoi, ils ne vont pas pouvoir parce que ça fait mal. Mais sans charge, sans rien, quand on a un supraépineux rompu, on peut très bien arriver à... Parce que c'est le deltoïde finalement qui le lève. Tout à fait. C'est-à-dire que, encore une fois, ces tendons-là de la coiffe, le rôle c'est de plaquer l'humérus contre la glène pour permettre au deltoïde de lever. Oui, vous l'avez dit avant. Oui, j'ai bien compris. Donc si on n'a pas le supraépineux, bien sûr qu'on aura une faiblesse musculaire, donc on ne pourra pas lever lourd, on sentira ça, mais ce n'est pas impossible avec le bras sans poids, sans charge, de lever. Oui, d'accord. Voilà, après peut-être qu'on peut, le plus souvent, qu'est-ce qu'on voit? On voit des patients qui n'arrivent pas à lever complètement à cause de la douleur. C'est-à-dire qu'ils arrivent quelque part à ce niveau-là, plus loin, ils ont mal, ils ne peuvent pas aller plus loin. Mais si admettons, on leur fait une infiltration et qu'ils n'ont plus mal, ils peuvent après très bien d'un point de vue mécanique aller plus loin. Donc c'est une faiblesse, ce n'est pas une impotence. C'est-à-dire que si vous avez le supraépineux qui est rompu, et puis s'il est rompu, on va dire de manière courante... c'est là, celui-là. Voilà, donc s'il est rompu, une rupture courante, on va dire, on sentira faiblesse, douleur, mais pas une paralysie du bras si on veut. Oui, je comprends. Voilà. C'est pas qu'on peut rien faire. Autrement. On sera bien sûr très gêné, on aura mal, on fera beaucoup moins des choses. C'était assez clair. Hein. J'ai dit, il y aurait des questions à poser, non? À ce propos. Moi j'ai un ami, donc c'est un ancien boucher, donc il a été mis en invalidité parce qu'à force de lever, donc la coiffe, mais ça n'a jamais été bien fait et puis maintenant c'est perdu. Oui, ça c'est... oui. Donc c'était gestes répétitifs dans le froid, tout, et puis... C'est des personnes qui sont vraiment sollicitées beaucoup, donc ils... oui, avec des charges lourdes. Donc c'est sûr que ces tendons-là se rompent, et peut-être dans votre cas, dans son cas, il est arrivé que le tendon soit complètement rompu, et puis que ça... maintenant on voit ça de moins en moins, c'est-à-dire qu'à une époque, il y a 10-15 ans, on voyait encore des patients jeunes, c'est-à-dire 50, 55, 60 ans, qui se faisaient infiltrer, et que, ou alors ils disaient bon c'est normal, c'est le rhumatisme. Infiltrer n'est pas une solution à long terme. Pas pour ces personnes jeunes justement. Donc, il faut, donc ils arrivaient tardivement. C'est-à-dire que quand ils arrivaient, déjà le tendon, ils avaient traîné pendant des années comme ça, et puis le tendon s'est rétracté complètement. Donc il faut savoir qu'une réparation, pour qu'on arrive à réparer un tendon, ça dépend de quoi? Ça dépend de la réductibilité du tendon. C'est-à-dire que si on va prendre cette pince-là, on va attraper le tendon, d'accord? Et si on tire dessus et qu'il vient là où il devait être, c'est qu'il est réparable. Mais s'il est rétracté complètement et on tire dessus, il ne vient pas, il ne sera plus réparable. D'autre part, quand ces tendons se rompent, il faut savoir que ils vont fonctionner de moins en moins. Ce qui veut dire que les tendons s'amincissent. Le corps musculaire, il va dégénérer, il va non seulement s'atrophier, c'est-à-dire atrophier, ça veut dire diminuer en volume, comme tout muscle qui ne travaille pas, mais aussi un processus de, si on veut, de dégénérescence graisseuse, c'est-à-dire que le muscle
les fibres musculaires Oui. vont être remplacées par de la graisse. Oui. Ce Oui. qui veut dire qu'au bout d'un moment, si cette graisse-là arrive à coloniser le muscle et que ça représente plus que du muscle, En masse, en masse. Là on sait que ça n'a aucun sens de réparer le tendon, Ah oui. parce qu'il ne sera pas fonctionnel. Ah ben, j'ai mon ami qui justement, cette dégénérance graisseuse, et a néanmoins été opéré, et maintenant cela a l'air d'aller... Enfin, ça fait 3 semaines. Pas si la dégénérescence elle est importante. Oui, ben, sûrement qu'elle ne devait pas l'être autant que l'on le pensait, voilà. puisque Donc, à l'heure actuelle, pas si elle est ça très va bien. importante. Donc le fait que les muscles sont dégénérés et qu'il y a beaucoup de graisse qui les colonise, cumulé au fait que le tendon est rétracté au maximum, c'est des critères. Donc les deux critères-là, c'est des critères où on se dit ce tendon-là, on ne peut plus le réparer. Voilà, oui. D'accord. Et vous n'essayez jamais quand c'est comme ça, à ce point-là. Vous n'essayez pas. On peut, on sait que peu de chance. On sait qu'il y a pratiquement pas de chance, mais on peut faire d'interventions palliatives, c'est-à-dire qu'on peut nettoyer l'épaule, et que si on n'arrive pas à les réparer, les tendons restent comme ça, mais il suffit de nettoyer un peu l'épaule, de éventuellement sectionner le tendon du biceps, et donc ça permettra à ces personnes-là, même si on n'a pas réparé les tendons, d'avoir une certaine amélioration de la douleur. C'est-à-dire qu'ils... pas de la fonction, mais de la douleur. Ils garderont la faiblesse parce qu'on n'a pas réparé le tendon, mais ils auront moins mal. Oui. Voilà. Et après, l'étape suivante, c'est que ces tendons-là, justement, quand ils sont complètement rompus et qu'on ne peut plus les réparer, et que après l'épaule, justement, il remonte, il n'est plus maintenu en place, voilà, l'étape suivante, c'est la prothèse. Voilà.